Été 44. Une course de vitesse est engagée. Tandis que les Alliés piétinent dans le bocage normand, les savants nazis s'activent à réaliser l'arme suprême, les V1 et V2, qui changeront radicalement, ils n'en doutent pas un instant, la face du conflit et l'avenir du monde. Le rôle de la résistance devient capital. Toute troupe retardée, tout convoi saboté, toute ligne téléphonique coupée fait pencher la balance du côté de la débâcle hitlérienne. C'est dans ce contexte que le séminaire des missions de la Brosse-Monceau va être amené à participer à des événements qui conduiront au drame du 24 juillet. Les missionnaires oblats avaient acheté le château de la Brosse en 1934 pour en faire leur maison de formation. Partir en mission sur les 5 continents exigeait une préparation et nos futurs aventuriers de l'Évangile s'y acquittaient avec sérieux, professionnalisme, assiduité et convivialité. Leur enthousiasme débordant leur faisait porter le regard bien au-delà de la ligne bleue des Vosges. Le Grand Nord canadien et ses mythiques Esquimaux, la lointaine Afrique du Sud, Ceylan la magnifique, le mystérieux Laos, bientôt leurs pas les y conduiraient. On s'en fait une petite idée en lisant le compte-rendu de la visite que le cardinal Villeneuve, un oblat canadien alors archevêque de Montréal, fit en juin 1935. Le cardinal Villeneuve chez les apprentis du grand silence blanc. Des déserts glacés du Grand Nord aux déserts torrides de Bolivie ou du Laos, du veld sud-africain aux neiges de la baie d'Hudson, les oblats de Marie Immaculée, sans autre arme que le grand crucifix en bois noir et de cuivre passé à la ceinture, se lancent au combat des âmes, luttent, souffrent, triomphent et meurent. Aujourd'hui, ils sont de jeunes soutanes joyeuses et studieuses dans une belle demeure de la vieille France. Demain, ils seront par 35 degrés au-dessous, le père à grande barbe, qui avance pas à pas dans la neige. Ce jeune homme, cet enfant, sera le pionnier qui parcourt ainsi des milliers de milles à la recherche de cette chose frêle et précieuse, une âme. Le style est d'époque, mais rend bien compte de l'ambiance. Dans ce château, la vie s'écoulait simple et tranquille, studieuse et pleine d'espérance. Mais en 1939, du côté de la ligne bleue des Vosges justement, l'orage se mit à gronder. Ils étaient alors 53 en formation que les événements allaient bousculer. Mobilisation, drôle de guerre, combat, débâcle, exode, armistice, humiliation, défaite. Avant la guerre, Joseph Simon était professeur de dogme. Pierre le Tourneur était curé de la paroisse et tenait déjà l'économat. Henri du Halgouët faisait son service militaire au Liban, puis terminait ses études à Rome avant de revenir à la Brosse comme jeune prof de philo en 1943. Jean Bocquet envisageait sérieusement de suivre les traces de son oncle Désiré en entrant chez les Oblats. Michel Dupuich pensait également devenir missionnaire. Tous se retrouveraient bientôt engagés dans l'action résistante. En 1939, aumônier de régiment, Joseph Simon se liait d'amitié avec un certain lieutenant-colonel Mazier, le futur Corret, responsable de la subdivision FFI d'Oise Seine-et-Marne. Ils se retrouveront alors dans la clandestinité au sein du réseau Rémy. Yves Mazier sera exécuté à Arbonne avec Jacques Desbois le 17 août. Pour le moment, défaite oblige, le père Simon regagna le château de la Brosse et ses cours de dogme. Tout comme Albert Piat,
lui aussi professeur. Né en 1909, il est devenu oblat à 18 ans, a suivi des études à Rome où il a été ordonné prêtre, puis est arrivé à la Brosse où il enseigne l'écriture sainte depuis 1935. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier à Montargis, puis est libéré au cours du mois de juillet 40. De retour au Scholastica, il enseigne la Bible, les pères de l'Église et la liturgie. C'est un homme timide, réservé, et ses cours sont suivis avec passion, car c'est un bon professeur. Il se rend d'ailleurs régulièrement à Paris pour suivre des cours à la Cato. C'est là qu'il entrera en contact avec ceux qui diffusent les cahiers du témoignage chrétien. Il aura 35 ans au moment de son assassinat. Christian Gilbert, lui, enseigne la philo. Il a 3 ans de moins que le père Piat. Il est entré chez les Oblats à 18 ans et a, lui aussi, suivi des études à Rome, où il a été ordonné prêtre en 1937. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier, est envoyé au Frontstalag de Saint-Quentin, où il reste jusqu'au printemps 41. Il revient alors à la Brosse, où il enseigne la morale. En juillet, il aura 32 ans. Côté séminariste, mais chez les religieux on dit les scolastiques, Jean Cuny est plus jeune. Il est né en 1918 et a tout d'abord travaillé en usine et fait du scoutisme. Il est alors entré chez les Oblats et a fait sa profession religieuse le 17 février 1944, puis a rejoint le château de la Brosse pour y poursuivre sa formation missionnaire. Dans 6 mois, lorsqu'il tombera sous les balles du SS Korff, il aura 26 ans. Le même âge que Lucien Perrier. Lui est mayennais et a suivi sa scolarité chez les Oblats à Pontmain. En juillet 44, lui aussi aura 26 ans. Et puis, il y a le frère Joachim Nillot. Il est plus âgé, il est né en 1898, près de Vannes, est devenu oblat à 30 ans et contribue, comme d'autres frères convers, comme on dit à l'époque, au bon fonctionnement matériel de la maison. Lui s'occupe tout particulièrement de la cordonnerie et de la porterie. Il aura 46 ans au moment de son assassinat. À partir de quelle date l'action résistante est-elle entrée au château de la Brosse ? Difficile à dire. Par essence clandestine, l'armée de l'ombre ne tenait pas beaucoup d'archives. Les témoignages ultérieurs montrent surtout que c'est un changement progressif des mentalités qui a conduit certains oblats à s'engager dans une opposition au régime nazi, d'abord sous forme de résistance passive, puis de manière plus active, à partir de 1944. C'est le supérieur de la communauté, le père Henri Tassel, qui, tout en transmettant les nouvelles de la radio officielle, relaie également discrètement les nouvelles entendues à Radio Londres. C'est le père Piat qui, à partir de 1941, s'implique directement dans la diffusion clandestine du courrier français du témoignage chrétien. C'est le père Rousseau, un collègue oblat curé dans l'Est, qui amène un aviateur américain abattu par l'artillerie allemande. Celui-ci sera hébergé durant 1 mois avant d'être confié à une filière d'évasion. De même tel ou tel homme recherché par la Gestapo. C'est l'hébergement de Pierre Brossolette. C'est surtout la lente prise de conscience du caractère déshumanisant et foncièrement antichrétien du régime nazi. Les lois antisémites, puis le STO, déclenchent les premières manifestations d'opposition. Il faut camoufler les réfractaires, leur fabriquer de faux papiers sur la petite presse à imprimer, se procurer les tampons officiels, bref, se développe un état d'esprit favorable à des actions de résistance. Au début de l'année 43, des contacts formels sont pris, sans doute par le père Le Tourneur, qui de par sa fonction d'économe est en relation plus accrue avec l'extérieur. Henri Ballot, membre du réseau Corps Asturie, reçoit alors l'engagement des plus hautes autorités de la maison. Le père Tassel a dit ses craintes. N'est-il pas responsable d'une communauté de 80 jeunes gens ?
mais il avoue ne pas pouvoir rester passif face à l'asservissement nazi. Alors on s'organise. Le père Letourneur et le père Piat prennent contact avec Marcel Séverin, le voisin qui tient la ferme de la Bondue. Assurerait-il le ravitaillement d'un éventuel maquis? Oui, bien sûr, et bien davantage encore. Il participera avec les Oblats à l'accueil des officiers anglais venus repérer d'éventuels lieux d'atterrissage et de parachutage discrets. Il sera là lors du premier parachutage, et il le paiera cher lui aussi. Arrêté avec sa fille peu de jours après le 24 juillet, torturé 3 fois en 8 jours à Fontainebleau, il sera ensuite relâché, faute de preuves. Et voilà que les événements se précipitent. Les Alliés ont débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin, mais pris dans le bocage normand, ils vont mettre plus d'1 mois à s'en sortir. 6 juin. Du côté de Caen, justement, un autre oblat va donner sa vie avec ses frères de résistance. François Bousseau. Né en 1881, il est parti comme missionnaire oblat dans le Grand Nord canadien au début du siècle. Rentré pour raison de santé en 1923, il sert depuis dans le diocèse de Bayeux. Durant la guerre, curé près de Caen, il aide le réseau Corps Asturie, planquant poste émetteur et messages dans le clocher de l'église ou dans l'harmonium. Une trahison provoque son arrestation et il est fusillé dans la prison de Caen avec de nombreux résistants le 6 juin au matin. Martyr de la résistance, son nom a été apposé sur le monument de la Brosse, aux côtés de ses confrères oblats. Mais les choses se précisent et la libération de Paris se prépare. Entre la fin juin et août 1944, les Anglais planifient une quinzaine de parachutages dans l'arrière-pays des villes de Nemours, Moret et Montereau, qui réussiront tous. C'est dans ce cadre général que sont effectués 2 parachutages sur la Brosse-Monceau les 3 et 18 juillet. Plusieurs oblats, profs et scolastiques y participent aux côtés de M. Séverin et de M. Bouchet. Les armes sont déposées en hâte dans le caveau des oblats au milieu du petit cimetière. La nuit suivante, ils sont cachés dans les loges inoccupées du caveau. Quant aux containers vides, ils sont bourrés avec les parachutes et balancés dans le puits désaffecté au fond de la propriété. Une première livraison d'armes a lieu le 12 juillet. Destinée au réseau Honneur de la police, elle prend la direction de Paris dans le coffre de voiture de Yves Mazier, le fameux Corret, du capitaine Jacques Desbois, de Raymond Mondon, dit Rudemonde, et de Joanovici, dit Monsieur Joseph. Mais le 22 juillet, une seconde livraison tourne court. Le parachutage s'est mal déroulé, des containers sont restés pendus aux arbres et la Gestapo a été mise en éveil. Un membre du groupe qui connaît la Brosse est arrêté avec sur lui des armes provenant du dépôt. A-t-il une liste de noms? Craquera-t-il sous la torture? Toujours est-il que son arrestation est la cause directe, mais sans doute pas unique, de la tragédie du 24. Celle-ci est trop connue pour s'y attarder. La tentative d'arrestation ratée des résistants Henri Ballot et André Le Rouge. L'alerte donnée par Robert Lessiaux qui permet au père Simon du Halgouët et Letourneur d'échapper au massacre. Les oblats en prière à la chapelle. L'arrivée du SS Korff et de ses troupes. Les noms des oblats recherchés, aboyés plus qu'ils ne sont annoncés. La furie des SS qui constatent que 2 des résistants oblats recherchés, Letourneur et du Halgouët, manquent à l'appel. L'arrestation des 5 autres. Leur silence obstiné malgré la torture. Leur sérénité face à la mort. Les rafales de mitraillettes. Les coups de pistolet abattant les 5 hommes, un à un, devant la communauté terrifiée, épuisée, tandis que 3 gamins de 20 ans sont envoyés au fond du puits pour y ressortir les containers. L'arrivée du colonel Karminski, l'arrêt des massacres, les 5 corps jetés comme de vulgaires sacs au fond du puits, tandis que les Allemands festoient à l'intérieur du château et que Korff, parti déjeuner dans un petit restaurant de Villeneuve-la-Guyard, déclare à la patronne « Nous avons faim,
Nous venons de tuer 5 curés. Le pillage du couvent. Le soir même, les 86 oblats étaient emprisonnés à Fontainebleau. Le 28, ils étaient transférés au camp de transit de Royalieu-Compiègne. Leur déportation en Allemagne, prévue pour le 25 août, tourna court du côté de Péronne, grâce à l'action des résistants, l'arrivée des Américains provoquant alors la fuite des Allemands et la libération du groupe. Alors, il fallut revenir à la brosse et réapprendre à vivre, réoccuper les lieux dévastés, enterrer dignement les 5 martyrs, reprendre ce pourquoi on était là, la formation en vue de la mission. Bientôt revint Gilbert Thibault. Gilbert, qui avait quitté la brosse au moment du STO pour aller à Paris, rejoindre le réseau Turma où il se faisait appeler cardinal. Gilbert, arrêté, torturé et déporté. Alexandre Penrath, lui, ne reviendrait pas. Ce missionnaire oblat mosellan, expulsé par les nazis, avait participé à une filière d'évasion du côté du Doubs où il était curé. Arrêté en octobre 1944, il fut torturé, déporté et fusillé au camp de Gaggenau le 24 novembre 1944. À la brosse, 5 croix plantées en terre marquèrent le lieu où étaient tombés les oblats. Et le dimanche 6 juillet 1946 était inauguré et béni le monument des fusillés de la brosse, tandis qu'était célébré le départ de ceux qui allaient désormais être témoins de la bonne nouvelle du ressuscité au Cameroun-Tchad, dans le Grand Nord canadien, au Laos, en Afrique du Sud, en France. La vie reprenait ses droits.